Nous voulons être reconnus comme des travailleurs à part entière et même comme des êtres humains à part entière. Et notre objectif, il est très clair. C'est l'introduction des normes du travail dans notre organisation. C'est la reconnaissance des droits de l'homme. Parce qu'il est invraisemblable que nous ayons un haut commissariat aux droits de l'homme et que nous ne reconnaissions pas les droits de l'homme en ce qui nous concerne. Je pense qu'il pourrait peut-être étayer un peu plus ces dires, parce que dire qu'on ne respecte pas les droits de l'homme, je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on prend, nous, à la légère. L'ONU ne respecte pas les droits de l'homme, c'est ce que nous ont affirmé plusieurs fonctionnaires, mais aucun n'accepte de témoigner. La plupart sont des temporaires qui ont peur de perdre leur contrat. Jacques Vigne, l'un des représentants élus du personnel et syndicaliste de choc, tente de lever les réticences de ses collègues victimes d'abus de toutes sortes. Pour leur éviter tout problème, ce sont des comédiens qui vont leur prêter leur voix. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que tu serais prête à porter ton témoignage? Ce serait 100% anonyme? Ça pourrait être anonyme, naturellement. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre toutes les protections nécessaires, notamment en ce qui concerne ta voix, ton visage, parce que je ne pense pas que tu voudrais témoigner comme ça. Hein. Non, non. Et donc tu aurais peur de participer ouvertement. Oui, hein. oui. Oui. Mais disons, si c'est d'une façon 100% anonyme, avec toutes les garanties nécessaires, donc tu pourrais participer, tu peux apporter ton témoignage. Est-ce que je peux te répondre lundi? Nous avons rappelé cette dame, mais elle a finalement préféré s'abstenir de témoigner. Un autre fonctionnaire avait donné son accord pour une interview anonyme, mais il s'est ravisé la veille du tournage. Il paraît que tu veux plus participer Non, à non. l'émission. Non, parce que je risque de tout perdre. Et tu vas tout perdre si tu Oui, participes à une émission. oui, et je veux plus travailler pour les cons ici, qui me traitent comme un... Je suis, comme on dit en bon français, rudoyé. Malgré la gravité de certaines situations, la plupart hésitent à entreprendre une action. Même si la commission paritaire leur donne raison, cette décision peut être ignorée par le secrétaire général. Et cela en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui donne le règlement interne. Nous sommes dans un système qui est à la limite un système monarchique. Ne l'oublions pas, le pouvoir du secrétaire général même étant discrétionnaire, c'est-à-dire que nos règles, nous en avons des règles bien sûr, mais le pouvoir discrétionnaire du secrétaire général est inscrit noir sur blanc dans nos règles. Ça veut dire qu'à la limite, peu importe la règle, c'est toujours le secrétaire général qui a le dernier mot dans toutes les situations, peu importe les règles. Donc nous sommes en effet dans un système totalement archaïque, on pourrait dire moyenâgeux. Victime du fait du prince Ali Kamoun. Après 20 ans de bons et loyaux services, il est éjecté sans justification de son poste d'attaché de presse, sur décision du secrétaire général de l'époque, Boutros Ghali. Pendant 3 ans et demi, il est payé à ne rien faire. La commission paritaire reconnaît une discrimination injustifiée et demande sa réintégration. Mais le secrétaire général ne donne pas suite. Ali Kamoun décide donc de saisir le tribunal administratif de l'ONU. C'est le parcours du combattant, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire quand vous entamez des procédures contre l'administration, c'est-à-dire contre le secrétaire général, vous devenez très vite la brebis galeuse et vous passez de l'autre côté de la barricade. C'est-à-dire la personne qui a pris la décision injuste, elle s'efface parce qu'elle ne détient qu'une portion de l'autorité du secrétaire général et vous êtes en train d'attaquer le secrétaire général, lequel alors mobilise contre vous toute l'armada de ses juristes, toute la machinerie administrative. Et donc, vous sortez du rang et vous êtes mis à l'index et vous êtes de l'autre côté de la barricade. Vous êtes le mouton noir ou le bouc émissaire ou tout ce que vous voulez. Vous êtes seul là. Et là, j'étais tout à fait seul. Il y a combien de cas en moyenne par année qui vont jusqu'au tribunal administratif? On nous dit que très peu y arrivent. Je dirais que le tribunal administratif doit avoir 30 à 40 cas par an à peu près. Je sais pas. Franchement, Ça vous semble beaucoup? Ça me semble ni beaucoup ni pas beaucoup. Les comités paritaires qui sont le niveau au-dessous ont environ, je dirais, une quarantaine de cas par an. Il y a 3-4 grands comités, donc il y a 120, 150 cas par an qui vont au comité paritaire. Et il y en a ensuite à peu près, je dirais, un tiers qui finissent d'une façon ou d'une autre au tribunal administratif.
Dans le cas d'Ali Kamoun, le tribunal reconnaît le préjudice moral et matériel qui lui a été infligé et lui accorde 1 année de salaire. Mais il refuse de s'en tenir là. Je demande qu'il y ait justice, que le principe d'équité soit rétabli et que j'obtienne la réparation morale après la réparation matérielle. Très concrètement, qu'est-ce que vous... Alors, la réparation morale consiste en la réintégration, ne serait-ce que pour un jour symbolique. Et donc, comme je suis à la retraite, le jour symbolique ne gêne en rien les Nations Unies. Et d'ailleurs, la commission paritaire de recours, qui est la première instance avant le tribunal administratif des Nations Unies, a jugé que j'avais droit à cette réintégration qui me donne donc la réparation morale. Vous espérez qu'un jour vous puissiez à nouveau franchir le portail qui est derrière là? Mais je peux toujours le franchir, le portail, mais c'est sur ce plan psychologique et moral. Et l'ONU a une obligation d'éthique, même indépendamment des traités internationaux, auxquels d'ailleurs elle n'est pas partie. Mais ça n'empêche pas, puisqu'elle a élaboré les normes universelles, ça ne l'empêche pas, elle, de donner l'exemple. Donner l'exemple ne semble pas une priorité, notamment en matière de droit du travail, dont les règles sont pourtant édictées par le Bureau international du travail. Les contrats temporaires à répétition sont monnaie courante. Moi, j'étais temporaire. Quand je suis venue à l'OMS en 92, j'étais temporaire pendant 2 ans, presque 3 ans. Et après mon année de probation, il y a eu une grande réduction d'effectifs, alors j'ai encore perdu mon travail. Alors, je sais ce que ça veut dire vivre dans l'insécurité sans savoir si demain on va avoir un boulot ou pas. Vous savez, un grand nombre de chez nous, d'entre nous, ne sont pas d'ici, nous sommes des étrangers, venus de tous les parties du monde. Alors, pour nous, c'est encore plus difficile parce que on perd le travail, on doit retourner chez nous, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit à des services sociaux que, disons, les Suisses, ils ont. Et oui, ça donne, par exemple, j'ai des collègues là où je travaille qui sont temporaires 3, 4 et 5 ans de suite. Difficile d'avoir des emprunts dans la banque, difficile de trouver des logements parce que les régies veulent une certaine déclaration de votre contrat. Alors, oui, je dis que c'est une façon de vivre pas confortable. Au regard du droit suisse, un contrat temporaire ne peut pas être répété plus de 2 fois, mais l'ONU ne dépend d'aucune législation. Si on regarde à la Suisse, effectivement, il y a un problème parce qu'on opère d'une façon un peu différente. Maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est que les gens qui sont temporaires chez nous sont fonctionnaires à part entière, donc ils ont un statut de fonctionnaire, même s'ils sont temporaires. Les temporaires sont la cible vraiment privilégiée du harcèlement psychologique. On peut tout leur demander. Je dis bien absolument tout. Je pense qu'il y a, comme dans tout autre établissement de cette taille, des cas de mobbing. Généralement, quand quelque chose se passe, ça vient au service du personnel et on essaye de s'en occuper. Si les gens se plaignent, il est clair qu'on va mais on va prendre des mesures assez rapidement. L'Organisation mondiale de la santé a franchi une étape supplémentaire. Devant la réalité du problème, une politique anti-mobbing va être mise en place. Il y a 4 ans, on a quand même sorti avec une politique sur le harcèlement sexuel. Et à cette époque-là, on avait dit pourquoi seulement le sexuel, pourquoi pas le harcèlement entier. Et à cette époque-là, ils n'ont pas voulu admettre qu'il y avait des problèmes. Cette fois-ci, il y a 2 ans déjà, avec la nouvelle administration, on a dit ici, il y a un problème, il faut s'adresser. On ne peut pas se cacher dans le sable. Et en effet, avec la nouvelle directrice générale, elle nous a écoutés, elle a vu qu'en effet, ça peut exister des problèmes, et elle a formé un groupe de travail dont je fais partie. Quelle est la politique de l'OMS par rapport au mobbing? Je ne voudrais pas exagérer le problème du mobbing, mais je voudrais souligner que nous prenons très au sérieux la possibilité qu'il y ait du harcèlement psychologique ou mobbing. Nous sommes en fait dans la phase finale de mise en place d'une politique de prévention contre ce type de harcèlement. Nous sommes parmi les premiers aux Nations Unies à nous engager là-dedans. Les choses commencent donc à bouger dans le système onusien. Demain matin sera signé le premier accord de négociation paritaire entre l'administration du Bureau international du travail et le syndicat. Un exemple qui pourra faire tache d'huile, espèrent les syndicats des autres organisations.